Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 des ActuWing, le dernier de l'année. Allez, c'est parti. Ce mois-ci on ne commence pas par les compétitions, mais par une nouvelle rubrique. Et pour cette première, on commence avec rien de moins qu'une bonne gamelle du champion du monde de freestyle en titre, Chris McDonald, qui tente d'échapper à une bonne vague en faisant attaque, mais le timing n'est pas bon et il explose en vol. Ça fait du bien de voir que même Chris peut tomber. On enchaîne avec les compétitions et ce mois-ci, il y a pas mal de choses à dire. On va direction le Brésil à Jericoa Coara, où a eu lieu la dernière étape du GWA du 26 au 30 novembre. La durée de la compétition était surprenamment courte, avec 3 jours et demi, et pour ne pas aider à boucler tous les hits, l'organisation semblait un peu à l'arrache. Car le premier jour, il n'y avait pas de licrap coureur, ni bouée ou de bateau. Résultat, pas de course, free fly slalom le premier jour. Alors que cette étape est très importante. Le titre mondial hommes et femmes se joue sur cette étape. Chez les hommes, Francesco Capuzzo, en ayant gagné les 2 premières étapes, était le favori. Il lui suffit de faire une place de 3e au Brésil pour remporter le titre mondial. Mais derrière, Julien Ratotti, Bastien Escoffet ou Ricardo Zorzi avaient aussi leur chance. Il faut pour Julien qu'il gagne l'étape de Jerry et que Francesco fasse au mieux 4e. Pour Bastien, c'est plus compliqué. Il doit prendre la première place, mais que Capuzzo fasse 4e au mieux et Julien 4e. Chez les femmes, c'est la même situation. Nia Suardiaz a remporté les 2 premières étapes, mais vu sa domination en slalom et en race, les scénarios alternatifs me paraissent déjà nettement moins probables. Mais il faut quand même que je vous parle de Kylie Billeuvre, qui a fait 2 fois 2e et qui peut remporter le titre mondial si Nia fait 4e et qu'elle remporte bien sûr l'étape. Chez les hommes, Oscar Leclerc a montré lors des 4 manches qualificatives qu'il était en forme et qu'il fallait compter sur lui sur la phase finale. Sur les 4 manches, il fait 2 fois 2e et remporte les 2 dernières. Julien Ratotti prend la 2e place directe en finale grâce à sa 2e place dans les phases qualificatives. Derrière, Francesco, Alan Fedit vont en demi-finale. Et Golito Estredo et Bastien Escoffet, Jeremiah McDonald et Axel Gérard se retrouvent en quart de finale. Le parcours lors des phases finales ressemblait à ça. C'était un parcours uniquement downwind, pas de tac. Un grand bord abattu, suivi de la zone de pumping, où les riders doivent faire du free fly et n'ont pas le droit d'utiliser la wing. Cela débouche sur un parcours resserré de 4 jibes qui enchaîne avec un court bord pour rejoindre la ligne d'arrivée. Le premier quart de finale est remporté par Golito qui rejoint Francesco et Alan en demi-finale. Dans le deuxième quart, c'est Jeremiah qui crée la surprise en le remportant. On a donc Francesco, Alan, Golito et Jeremiah en demi-finale. Alan sort de la zone de pumping en premier, mais doit faire un jump pour se débarrasser des algues, ce qui permet à Capuzzo de passer devant. Sur l'avant-dernier jibe, Capuzzo prend trop large et laisse passer Alan et Golito. Capuzzo arrive à les rattraper avant le dernier jibe, mais Golito arrive à faire l'intérieur à Francesco et Alan et passe l'arrivée de quelques centimètres devant Alan Fedit. Golito rejoint donc Oscar et Julien en finale. Maintenant, Capuzzo n'a plus le choix. Il doit gagner cette 2e demi-finale pour remporter le titre mondial. Et c'est ce qu'il a fait en dominant la course du début jusqu'à la fin. Et s'assure une place en finale à 4. À ce moment-là, Capuzzo n'est pas encore assuré d'être champion du monde. Il est assuré de faire 4e au pire, mais Julien Ratotti peut toujours remporter l'étape et donc arracher le titre à Francesco. Par contre, Oscar, vu qu'il a déjà une boulette, s'il remporte la première finale, il remporte l'étape et donne le titre mondial à Capuzzo. Julien est le premier à couper la ligne de départ, mais à une vitesse réduite parce qu'il est en avance sur le timing. Derrière, Oscar arrive comme une fusée et prend la tête. Golito tombe à la 2e bouée. Julien rattrape une partie de son retard dans la phase de pumping. Il est juste derrière Oscar dans la série de jibes, mais ne pourra pas reprendre les quelques mètres d'avance d'Oscar, qui remporte donc l'étape, suivi de Julien et Francesco. Le titre mondial de free fly slalom est donc remporté par Francesco Capuzzo. Julien Ratotti prend la médaille d'argent et Bastien Escoffet celle de bronze. Chez les filles, Nia a dominé les 7 manches qualificatives en ne laissant qu'une seule manche à Kylie Billeuvre, qui finit 2e et file directement en finale avec Nia. Derrière, Bo van der Linden, Mar DRC et Oran Seris ont alterné sur les places de 2 à 3e. Zara Maillard est un peu en retrait par rapport à ses concurrentes, mais elle complète les participantes en phase finale. Vu le nombre de participantes, 11 sur cette étape, il n'y a que 6 filles en phase finale, et cela commence donc directement en demi-finale, où on retrouve Bo, Mar, Oran et Zara. Mar prend la tête, suivi des 2 riders en Armstrong. Oran a fait un mauvais départ et est loin derrière. Mar jibe la première, mais Oran arrive à rattraper son retard. Mar attaque la zone de pumping toujours en première place, mais perd le vol et doit donc redécoller pour finir la zone de pumping.
Elle n'est pas obligée de recommencer depuis le début, mais ça lui fait perdre quelques secondes. Cela permet à Beau de prendre de l'avance, Mar ne la laisse pas filer pour autant et arrive juste derrière à la première bouée du Z de la fin du parcours. Elle passe devant à la deuxième, mais jibe trop large à la troisième bouée, laissant Beau lui faire l'intérieur, mais sur la dernière bouée, c'est Beau qui fait une erreur et laisse Mar filer vers la victoire et une place en finale. Sur la deuxième demi-finale, Zara prend rapidement la tête de la course et ne la lâchera pas jusqu'à la fin. En finale, on retrouve Nia, Mar, Zara et Kylie. Zara tombe dès le départ. Nia, elle, tombe à la première bouée permettant à Mar de prendre de l'avance. Nia poussera très fort et reprendra du terrain. Elle est juste derrière au jibe. Elle tente de faire l'intérieur à Kylie mais tombe encore. Ce qui laisse Mar remporter cette finale. Mar prend une boulette. Nia et Mar ont donc chacune une boulette. Il en faut 2 pour remporter l'étape, ce qui signifie que les filles vont devoir courir au moins une deuxième finale. Les filles repartent à l'eau pour une deuxième finale. Nia, Mar et Kylie arrivent ensemble à la première bouée. Kylie passe devant et est première sur la zone de pumping, suivie de Nia. Elles sortent au coude à coude, elles attaquent le premier jibe de la fin de la course ensemble, mais Kylie prend trop large et Nia en profite et enchaîne les jibes en tête. Kylie n'arrivera pas à la rattraper. Nia remporte cette deuxième finale qui lui permet de remporter une deuxième boulette et donc remporte l'épreuve et le titre mondial. Le podium de cette étape est composé de Nia, Mar et Kylie. Nia en remportant les 3 étapes est logiquement championne du monde. Elle est suivie de Kylie et on retrouve Mar en 3e position. L'organisation a ensuite enchaîné avec le surf freestyle. J'attendais cette étape pour voir les pros faire des gros aérials façon windsurf. Et raté, le surf n'a pas été pris en compte dans la notation. Il y a quand même un espoir qu'un jour on puisse voir les riders faire ce genre de tricks sur une compétition GWA, car il semblerait qu'ils réfléchissent sérieusement à autoriser l'usage de la wing en compétition de vague. On verra ça l'année prochaine. Revenons à cette étape au Brésil en freestyle. Pour le titre mondial, il n'y avait aucun suspense, ni chez les femmes ni chez les hommes, Nia et Chris ayant déjà été couronnés à Fuerteventura. Mais le reste du podium est un peu plus ouvert. Voyons ensemble ce qui s'est passé lors du tour homme. La première surprise arrive au round 3 avec Malo Guénolé qui n'arrivait à poser que 2 tricks. Il finit donc 3e et va au repêchage en round 4. La compétition commence assez mal pour Malo. Au repêchage, il tombe sur le hit le plus compliqué avec notamment Thomas Arqueri et Charlie Locke. Dès le premier tricks de chacun posé, il était très clair que Malo allait devoir sortir un grand jeu pour pouvoir passer en quart de finale. Thomas ayant posé un front flip frontside 360 noté 8,67 et Charlie Locke de son côté un back mob frontside 360 noté 9 sur 10. Après seulement 3 tentatives, Thomas a déjà un cumul de 27,47 avec notamment une innovation, le backflip frontside 540 noté 9,63 et un backloop spin frontside 360 noté 9,17. Malo préférant sauter pied gauche devant ne peut pas bénéficier de l'aide des kickers pour prendre de la hauteur. Et cela se ressent dans l'amplitude de ses tricks et dans la notation. Comme sur ce backmob frontside 360 noté 6,77, à comparer à celui de Charlie noté 9. Malo s'incline logiquement et laisse Thomas et Charlie poursuivre en quart de finale, et perd par là même quasiment tout espoir de podium mondial en freestyle. Dans les premiers quarts de finale, pas de surprise, Clément Hamon et Charlie Locke passent, ensuite Axel Gérard et Ezio Bastianelli. Dans le 8-3 de ces quarts de finale, le frère jumeau de Thomas, Alexander, a montré qu'il allait falloir compter avec eux deux sur cette étape du Brésil. Il a sorti un nouveau tricks qui sera d'abord considéré comme un backloop spin frontside 360, mais qui est plutôt une innovation où au milieu de son backloop, il inverse la rotation pour revenir au sens de départ. Ça lui permet de scorer un 9,57 sur 10. Il poursuit donc en finale avec Bastien Escoffet. Le dernier quart de finale a offert la plus grosse surprise de cette étape au Brésil. On l'a attendu toute l'année. Je parle bien sûr du hit où Chris McDonald tomberait. Il était déjà champion du monde depuis cet été avec ses 3 victoires de suite, mais n'aurait pas refusé une 4e victoire d'étape. Sa sortie en quart est une vraie surprise. Il avait fait un très bon hit au round 3 avec 26,35, un score qui, réalisé en finale, permet normalement d'être sur le podium. Chris sortira en fait 2 gros tricks, un front flip frontside 360 noté 7,97 et un frontside 10 noté 9, mais n'arrivera pas à poser un 3e tricks à plus de 7 points. Avec 23,82, il se fait sortir par Thomas et Lucas Virmé. A noter quand même que ce score dans les 3 autres quarts de finale était suffisant pour passer. Mais là, alors qu'il devait avoir le seeding le plus favorable, Chris est tombé sur le quart avec le niveau le plus relevé. Dans ce cas, on note que Thomas a continué sur sa lancée avec un front flip frontside 360 noté 8,43, un backflip frontside 540 compté en innovation noté 8,73, et une autre innovation, un double backloop,
qui est dans les faits un backloop spin enchaîné avec un backloop, noté 9,50, ce qui lui permet d'avoir un total de 26,66 sur 30. Ce quart de finale était vraiment exceptionnel parce qu'on a encore un world first, et cette fois-ci c'est par Lucas qui pose le premier toe-side frontside 1260 en compétition. Oui, ça fait 3,5 tours en partant vrillé en toe-side. Alors la réception n'est pas parfaite, mais c'est noté 9,7 sur 10. C'est dire la difficulté du tricks. Dans la première demi-finale, il n'était pas compliqué de deviner la nationalité des deux riders qui partiraient en finale. Il n'y avait que des Français avec Bastien, Lucas, Clément et Axel. Bastien et Lucas n'arriveront pas à poser leur troisième tricks et s'inclineront logiquement. De leur côté, Clément et Axel ont montré qu'ils étaient prêts à en découdre en finale, avec tous leurs tricks notés à plus de 8 points. Axel finit premier avec 26,07, avec notamment une autre innovation qui je suppose est un toe-side back mob frontside 360. Même s'il n'est pas très haut avec le bonus de points de l'innovation, ça lui permet de scorer un 8,87. Clément finit deuxième avec un total de 25,50, avec notamment un massif backloop spin frontside 360, noté 8,70. Dans la deuxième demi-finale, on retrouve le Britannique Charlie Locke, Ezio Bastianelli et les twins autrichiens. Ezio ne sera malheureusement pas dans le timing et enchaînera les crashs. Rapidement, Thomas montre qu'il est vraiment au-dessus des autres riders en enchaînant les innovations. Un double backloop noté 9,07, qu'il arrivera même à améliorer sur sa dernière tentative avec un 9,73 sur 10. Il posera aussi le premier double backflip en compétition de freestyle. Pour rappel, Chris en avait posé en Big Air, ce qui lui avait permis d'ailleurs de gagner l'étape. Il obtiendra pour ce tricks la note maximale de 10 sur 10 et c'est vraiment mérité. Ça lui permet de finir avec un total de 28 sur 30, un total vraiment impressionnant que l'on avait l'habitude de voir plutôt réalisé par Chris McDonald. Son frère Alexander enchaînera les crashs, mais avec ses deux bons premiers tricks notés 16,97, il lui suffit d'un score moyen pour prendre la deuxième place. Et c'est ce qu'il a fait en posant un simple front flip noté 9,93. On retrouvera donc les deux frères en finale. La finale s'annonçait exceptionnelle et elle l'a été. Pour monter sur la plus haute marche du podium, le plan était très simple. Il fallait envoyer le plus possible de tricks notés à 9 points et plus, car c'était sûr et certain que les tricks notés 8 ne seraient pas suffisants pour remporter cette étape. Et cela s'est vérifié dès le premier tour. Clément pose un backloop spin frontside 360 noté 8,50, Alexander un front flip frontside 360 noté 9,5, Thomas pose lui aussi un front flip frontside 360, mais il a moins d'amplitude qui lui donne une note de 8,40 sur 10. Axel de son côté se crache lors de la réception de son frontside 10. Et les gros tricks s'enchaînent au deuxième tour. Clément envoie un backflip frontside 360 qui est un peu décevant niveau hauteur, et cela se ressent sur la note 7,70. Alexander tombe un double backflip, mais n'arrivera pas à finir la deuxième rotation. Axel va lui retenter le frontside 10, et cette fois-ci, ça passe. C'est noté 8,87. Thomas tente aussi le double backloop, mais avec un plus gros clicker, il a plus de hauteur, et ça passe large, c'est vraiment beau, c'est fat, c'est noté 9,8. Et ça continue, le troisième tour est du même acabit. Clément envoie un énorme back mob frontside 360, noté 9,5. Alexander enchaîne avec un backloop spin frontside 360, noté 7,6. Axel va poser un front flip frontside 360, noté 8,4. On voit il est moins impressionnant que celui d'Alexander parce que Axel ne profite pas des kickers puisqu'il envoie ses tricks sur le bord retour. Par contre Thomas lui il profite bien des vagues pour monter très haut et là il envoie un backflip frontside 540 noté 9,3. Après 3 tentatives les scores sont déjà costauds. Clément est à 25,7 sur 40. Alexander n'a que 2 tricks mais déjà 17,6 sur 20. Axel a lui aussi que 2 manœuvres et juste derrière à 17,27 sur 20. Thomas avait montré qu'il était vraiment au-dessus du lot, et après 3 tricks, il a déjà un pied sur le podium avec un énorme 27,5 sur 30. Mais rien n'est joué, il reste encore 4 tentatives pour chacun des riders. Il y aura beaucoup plus de déchets sur ces 4 dernières tentatives, augmentant d'autant plus le suspense. Clément aura vraiment tout tenté pour être sur le podium, double backloop, double backflip, mais ça ne passera pas. Il enchaînera les crashs et n'arrivera pas à améliorer sa note. Il reste à 25,7 sur 30. Alexander posera seulement un tricks, ce qui lui permettra d'en avoir 3, mais ce tricks, c'est un double backloop noté 9,4, ce qui lui permet d'engranger 26,5 sur 30. Axel enchaînera lui aussi les crashs, mais posera comme en demi-finale un toe-side back mob frontside 360, noté cette fois 8,8 sur 10, ce qui lui permet de passer devant Clément avec 26,07. Thomas quant à lui va poser 3 gros tricks sur ses 4 tentatives, un deuxième backflip frontside 540, un peu moins réussi que le premier,
qui lui permet donc pas d'améliorer sa note. Il posera aussi un frontside 10 dont la hauteur et la réception sont moyennes, c'est noté 7. Il est fini par un gros front flip frontside 360, noté 8,7, ce qui lui permet d'améliorer son total à 27,80, marquant encore plus sa domination sur cette étape de Jerry. On retrouve donc Clément sur la 4e place, Axel en 3e, Alexander en 2e et Thomas qui remporte logiquement cette finale. On passe maintenant au Tour Femmes, où il y a quelques nouveaux visages, dont l'Autrichienne Zoe Marie Schwantwetter. Elle se fait rapidement remarquer en envoyant Bo van der Linden au repêchage. Son hit est noté 13,91, avec notamment un backloop noté 5,7. Dans les hits suivants, Nia a montré qu'elle était en forme, elle nous a sorti un festival de backflip, elle en a posé 3 sur les 7 tentatives de tricks possibles. Son premier noté 6,97 ne devait pas lui plaire, car elle a renvoyé directement après un deuxième, cette fois-ci noté 7,57. Elle a ensuite posé 2 tricks notés dans les 5 points pour assurer les 3 tricks, puis elle a renvoyé un backflip, cette fois-ci noté 7,77, ne laissant aucune chance à Oran Seris, qui devra aller au repêchage chercher sa place en demi-finale. Oran retrouve au repêchage Léonie, Allegra Caffi et Beau. Oran dominera son hit avec notamment un backflip noté 7,13. Pour déterminer qui allait l'accompagner en finale, il a fallu aller relire le rulesbook. En effet, Beau et Léonie ont exactement le même score total, mais elles ont aussi exactement les mêmes notes. Alors le règlement stipule que dans ce cas-là, c'est la 4e meilleure note qui va départager les riders. Et c'est donc Beau qui gagne sa place en demi-finale avec un 4,10 contre 3,93 pour l'Autrichienne. La première demi-finale voit s'affronter Zara Maillard, Oran, Viola Lipic et Mar DRC. Zara ne posera que 2 tricks pour un total de 8,27 et finit logiquement 4e de cette demi-finale. Viola arrachera sa place en finale devant Oran avec un body backflip noté 7,03. Mar quant à elle a survolé le 8 avec 21,46, composé d'un front flip scoré 9,23, un backloop spin à 6,90 et un frontside 360 noté 5,23. Dans la seconde demi-finale, on retrouve Beau, Sofia Marchetti, Zoé Marie et Nia. Nia a rapidement tué le suspense avec un backflip noté 7,17 et un backloop spin noté 7,13 pour sa 3e tentative. Elle posera ensuite seulement un seul tricks, un frontside 360 noté 5,03, qui lui assure une large avance devant la deuxième avec un 19,33. Zoé Marie aura vraiment tenté des gros tricks pour rééditer sa très belle performance du round 3, mais elle a enchaîné les crashs et fini avec un total de 8,71. Sofia posera un superbe toe-side frontside 360 wing pass noté 4,73, mais elle n'arrivera pas à poser 2 bons tricks pour l'accompagner. Elle finit avec 10,4 et elle est 3e. Beau enchaîne les tricks notés dans les 4 points et part en finale avec 13,2. La finale femme est composée de Viola, Beau, Mar et Nia. Mar, après avoir sorti les 2 meilleurs hits jusque-là, a les moyens de faire tomber Nia pour la première fois cette année. De leur côté, Viola et Beau n'ont pas vraiment de chance de faire trembler les 2 Espagnols, et cela se confirme rapidement dès les premiers tricks. Viola place complètement à côté de son hit et termine 4e avec seulement 4,13. Beau réalise un hit un peu en deçà de son niveau avec 12,10. Elle pose ses tricks mais c'est un peu moins propre, un peu moins haut et logiquement elle perd quelques points à chaque fois. Après 6 tentatives, Mar cumule 15,22 sur 30 et 10,77 pour ses 2 meilleurs scores avec un frontside 360 et un backloop spin noté 5,7. De son côté, Nia a un total de 18,67 avec un backflip noté 7,33 et un backloop spin noté 6,07, ainsi qu'un toe-side frontside 360 wing pass noté 5,27. Il faut donc à Mar un tricks noté 7,91 pour passer devant Nia, à qui il restera aussi une tentative. 7,91, Mar l'a déjà fait, notamment avec un front flip, c'est largement possible pour elle. Elle décide donc d'envoyer un front flip sur sa dernière tentative. Malheureusement, elle va le réceptionner sur la vague qui lui a servi de tremplin, ce qui lui fait perdre quelques points, et c'est noté 6,7, ce qui n'est pas suffisant pour battre Nia. Le podium femme de cette étape de surf freestyle brésilienne est donc Nia, Mar et Beau, ce qui est aussi le podium mondial. Voilà pour la dernière étape du GWA. Mais on reste à Jerry pour la dernière compétition internationale de l'année, avec l'épreuve du Tour Wingfoil Racing. La météo n'a pas été de la partie, avec de la pluie, des journées avec du vent faible, voire même sans vent, ce qui est complètement inhabituel là-bas à cette période. Mais l'Orga a quand même réussi à boucler l'intégralité des manches. Avec le système de points du Wingfoil Racing Tour, le podium mondial restait ouvert. Mais à moins d'une grosse contre-performance, Mathis Guillot, Camille Manowski, Francesco Capuzzo devraient se retrouver sur le podium. Chez les femmes, c'est la même chose, là aussi, sauf grosse surprise, le podium devrait être composé de Nia, Madalena Spanou et Karolina Kluzenska. La compétition a commencé par 3 longues distances courues dans la même journée.
Une première qui a demandé aux riders d'aller puiser dans leurs réserves. Après ces 3 courses, Camille, Mathis et Francesco sont ex-aequo avec 1,5 points. Nia a quant à elle dominé les 3 longues distances. Elle est suivie par Maddalena et Oran Seris. Kylie Belœuvre et Matteo Dussarp gagnent le Golden Ticket et rejoignent les 9 meilleurs riders au classement après les manches de qualification pour les médailles race. Les 2 meilleurs riders vont directement en finale avec 2 boulettes pour Camille et Nia et une seule pour Francesco et Maddalena. Cela constitue un avantage important car il faut en avoir 3 pour remporter l'étape. Cela signifie aussi que dans le scénario le plus défavorable, ces riders finissent 4e. Ensuite, les 8 autres riders sont répartis en 2 demi-finales et là aussi, les meilleurs au classement ont 2 boulettes, puis 1 et 0 pour les 4 derniers. Mathis remporte la première demi-finale, ce qui permet de sécuriser directement sa place en finale. Dans la deuxième demi-finale, il y aura eu beaucoup de suspense, mais c'est à la fin Nicolo Spanou qui, après 5 finales, obtient les 3 boulettes. En finale, Camille ne laissera pas le suspense durer longtemps. Il gagne la première finale, celui qui lui permet d'avoir les 3 boulettes et monter sur la première marche du podium. Francesco est 2e et Mathis 3e. L'étape de Jerry, n'ayant pas vu de gros bouleversements, le classement mondial n'évolue pas et Mathis remporte son 3e titre mondial, suivi de Camille et Francesco. Chez les femmes, Oran laisse filer la première demi-finale, mais se rattrape sur la deuxième, ce qui lui permet de rejoindre Nia et Maddalena en finale. Mardé Arce, quant à elle, remporte sa première demi-finale, ce qui lui permet aussi d'aller en finale. En finale, Nia a continué sa large domination des phases qualificatives. Elle a remporté la première finale, par là même l'étape et le titre mondial. Le podium à Jerry est donc composé de Nia, Maddalena et Mar. Au niveau du classement mondial, bien que finissant 7e à Jerry, Carolina prend la 3e place mondiale, Maddalena la 2e et bien sûr Nia remporte son premier titre mondial en wingfoil racing. On enchaîne avec le tricks du mois, et ce mois-ci, c'est une innovation vue sur le GWA, c'est le double backloop de Thomas Arqueri. Alors si on décompose la manœuvre en détail, il commence par un backloop spin, et après le changement de main, il poursuit avec un backloop classique. C'est très différent d'un double backflip, où le rider passe vraiment 2 fois au-dessus de la wing. Par contre, c'est assez proche d'un backloop spin frontside 360. Alors la différence entre un frontside 360 et un backloop est assez fine. La plus grosse différence est que dans le backloop, la planche doit passer au-dessus du rider. Et si c'est pas le cas, cela compte comme un frontside 360. Ces 2 tricks d'ailleurs sont classés dans la même catégorie sur le GWA. Les nouveautés Matos Gong. En tant qu'ambassadeur Gong, je vous parle chaque mois des nouveautés Matos Gong qui ont retenu mon attention. Tout d'abord avec la sortie des nouvelles wings Perf Series 2025. Pour rappel, les Perf Series, c'est la gamme accessible en Dacron. Pour l'instant, Patrice a dévoilé seulement la nouvelle Plus, Droid et Neutra. Au niveau des grosses évolutions, on note que les wings de vague, la Droid et la Neutra, sont maintenant dispo en 2 versions. La classique avec les 3 systèmes de poignées, mais qui est maintenant vendue avec les poignées rigides et les poignées semi-rigides en option, et une version Boom Only avec les lattes centrales plus fines comme sur les Team Series. Les autres nouveautés de ce mois-ci, ce sont la suite des foils V3. Cette gamme de foils V3 est maintenant décomposée en 3 parties. Les Perf Series pour débuter et progresser, les Team Series pour les riders de niveau intermédiaire à expert, et la nouvelle gamme Pro Team Series pour les riders de niveau expert à pro. Les foils de la gamme Pro Series reprennent le terme IPRA dans leur nom, un héritage des premiers foils ultra perf chez Gong nommés IPRA. Cette gamme est composée de 5 modèles, on retrouve les foils de slalom et race que l'on attendait depuis le défi wing en mai. Il y a ensuite les foils de freestyle et de surf, dont la surf freestyle que l'on connaît déjà. Et pour finir, un foil pour les experts du pumping nommé Ultra Trail. La gamme Team Series est composée des 5 modèles que l'on connaît, la Curve H, Fluid H, Veloce H, Veloce HDW et Cirrus. J'ai sorti une vidéo de présentation de la Curve H V3, je vous mets le lien en haut et en description. Et je vais aussi sortir plein d'autres vidéos sur cette gamme dans les prochaines semaines. Et pour finir, on a la gamme Perf Series. C'est des foils pour les riders de niveau débutant en progression à intermédiaire. On retrouve une 3e version du crossover qui est accompagnée de la nouvelle Ascent. Et en haut de cette gamme, à la limite de la Team Series, on retrouve les Curve H et Fluid H en version X. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les mêmes shapes que l'on connaît, de la Curve H et de la Fluid H, mais en construction 2X, qui est en fait une construction qui va utiliser de la fibre de verre biaxiale, ce qui va permettre de rendre les front wings encore plus accessibles financièrement. Et cette gamme Perf Series est complétée par un foil pour les débutants en pumping nommé Trail. On passe maintenant à l'insolite du mois. Alors l'insolite du mois,
c'est une nouvelle tentative de solution pour le downwind. Ça s'appelle le parasuit, que l'on pourrait considérer comme un cousin du wingsuit. En fait, le rider utilise une combinaison avec des espèces d'ailes pour agrandir la prise au vent, et donc la vitesse. On comprend rapidement que ça peut fonctionner que en downwind. Je salue la mise en pratique d'une idée que tous ceux qui ont fait du downwind en sup ont dû avoir, mais je reste quand même plus que dubitatif sur la praticité du truc. Ça reste encore un proto, à voir comment ça évolue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour la vidéo du mois, on part dans le sud de la France rejoindre un autre ambassadeur Gong, Sébastien, qui partage une bonne session sous le soleil avec ses potes. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut! I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.